nous sommes à Strasbourg, dans le quartier historique de l'Université impériale, qui a été construite à la fin du XIXe siècle, sous le règne de Guillaume Ier, premier empereur allemand. Ce bâtiment, dans lequel nous allons aller, abrite le très secret ISI, l'Institut de Zombiologie internationale. Nous allons rencontrer 4 scientifiques qui étudient, qui font des recherches sur ce cas très spécifique qu'est le modèle zombie. Allons-y. Alors ça n'a pas été une opération facile, ça n'a pas été une opération rapide. Avec mes collègues de l'Institut de Zombiologie internationale, nous avons eu plusieurs réunions qui avaient pour but d'essayer de trouver un modèle alternatif au modèle que nous utilisions habituellement dans le cadre de nos démarches expérimentales. Et ces réunions sont restées stériles, je crois qu'il y en a eu 7 ou 8 de plusieurs heures, probablement chacune une demi-journée l'après-midi le plus souvent. Et nous étions vraiment dans l'impasse, c'était un mois d'octobre, si mes souvenirs sont bons, alors je ne sais plus exactement quel jour, mais je me rappelle très bien qu'il était 15h47 et que c'était en 2004 lorsque Laurent Nexon, un collaborateur de l'Institut de Zombiologie internationale, est entré dans la salle où nous étions en train de nous regarder dans le silence, dépités, complètement décomposés les uns les autres. Et il nous a tout simplement interpellés en nous demandant: c'est quoi ces têtes de déterrés là? Et ça a été l'Eureka, l'espèce d'étincelle qui allait lancer le projet sur ses rails, depuis la conception jusqu'à la création, la construction du bâtiment et le fonctionnement aujourd'hui de l'Institut tel que vous le découvrez. Jean-Christophe et moi avons tout de suite compris l'intérêt du modèle du zombie en neurosciences. Alors, bon, il a fallu expliquer d'abord à Anne ce que c'était qu'un zombie, et puis Rory croyait que c'était une blague, mais finalement on est tous tombés d'accord là-dessus, le zombie offre des perspectives absolument uniques dans le domaine des neurosciences. Le zombie, c'est un être mort, chacun le sait, mais un être animé, un être qui bouge, qui peut marcher, qui peut même interagir avec autrui, pour le manger éventuellement, mais c'est une forme d'interaction. Et tout ça, c'est permis forcément parce qu'il leur reste de cerveau. Et la question, c'est, ce cerveau, ça leur permet d'aller jusqu'où en fait? On a ce qui est visible, mais qu'est-ce qui se passe vraiment dans leur cerveau? C'est une de ces questions à laquelle on veut répondre ici. Le cerveau des zombies, c'est un modèle fascinant parce que déjà, il est très similaire à celui-là de l'homme, mais aussi en plus parce qu'il est très détérioré. Donc ça nous sert comme bon modèle d'étude pour différentes fonctions, différentes altérations du système nerveux central qu'on peut trouver chez l'humain et que déjà chez les zombies, chez les cerveaux de zombies, on les trouve déjà à cause de toutes ces altérations anatomiques, fonctionnelles, de taille, de fonction, etc. Donc c'est pour ça qu'on a décidé d'aller chercher comme modèle les zombies pour toutes nos recherches. Voilà Engel, ici vous êtes au cœur du Zombiotron, la seule animalerie au monde conçue pour les zombies. Vous n'en trouverez pas ailleurs. Alors comme dans toutes les animaleries classiques, vous avez une partie laverie, pour nettoyer tous les ustensiles qui ont été souillés par les chairs en décomposition, les fluides, etc. Vous avez une partie chambre froide pour stocker la nourriture. Alors, pas la nôtre, c'est celle des zombies, qui consiste principalement et presque exclusivement en un certain nombre de viandes, des viandes diverses, mais surtout de la chair humaine. Vous avez ici des collègues. Et vous avez des chambres d'expérimentation où les chercheurs peuvent faire leurs tests, etc. Donc, derrière chacune de ces portes que vous voyez là, se trouve ce qu'on appelle un studio, c'est-à-dire l'endroit où l'on garde les zombies, ou les zombies, ou les morts-vives, si je peux faire cette petite blague. C'est-à-dire, ça consiste en des pièces de 9 mètres carrés, complètement équipées d'un matériel ultra moderne et complètement adapté à la stabilisation du zombie, dans un environnement enrichi qui leur permet le bien-être et des performances cognitives.
Ça ressemble un peu à des cellules de prison, non? Non, on préfère parler de studio, vraiment. En fait, venez. Collez votre oreille. Là. Regardez. Plus près, venez. Ouh, Jean-Claude. C'est pas dangereux? Bon, travailler sur le zombie, c'est pas comme travailler sur les souris ou les humains. Hein. Faut savoir que ça comporte un certain nombre de risques, mais maintenant on a développé un certain nombre de protocoles rigoureux pour faire face à ce comportement agressif qu'on ne rencontre pas chez les humains ou les rats. Bon, il faut savoir que ça reste dangereux. Par exemple, si vous vous faites mordre par un rongeur, ça prête pas trop à conséquence. Vous avez une petite morsure, tandis que vous vous faites mordre par un zombie, c'est quand même pas pareil. La question peut être bête, mais où est-ce que vous vous approvisionnez en zombies? Dans la rue, tout simplement. Il y a des endroits que les zombies affectionnent particulièrement, par exemple la sortie des boîtes de nuit, parce que ça donne à la chair un petit parfum alcoolisé mariné dans l'alcool qu'ils aiment beaucoup. Donc on travaille avec des zombies bio de proximité, en gros du zombie alsacien. Vous voyez par exemple, dans la ville là, on a marqué les petits hotspots, les endroits où on trouve le plus facilement des zombies. Mais d'ailleurs, ça pose un problème aux gens qui travaillent, qui chassent, parce qu'il faut travailler de nuit. Donc déjà, c'est un inconvénient. Et puis, il faut savoir que le directeur de l'Institut est un peu chiche sur le paiement des heures supplémentaires. Donc ça pose des problèmes. Mais bon, ça se comprend, parce qu'avec les clopinettes que l'État donne pour la recherche, on sait que si on se rend dans ces zones, à tous les coups, on en trouve. Chacun en a fait l'expérience de toute façon. Tout le monde a vu des zombies au sortir des boîtes de nuit. Ouais. Donc c'est là qu'on chasse. La question à laquelle j'aimerais vraiment répondre, c'est est-ce que les zombies ont une conscience? Est-ce qu'ils pensent? Et du coup, est-ce qu'ils savent qui ils sont? Et donc, est-ce qu'ils peuvent répondre à la question « Qui suis-je » ? Alors, d'habitude, dans ma vie antérieure, je demandais aux participants à nos études, c'était simple. Et donc, ça donnait quelque chose comme ça. Petit, je rêvais d'être camionneur. J'ai eu mon permis à 18 ans. J'aimerais reconduire. Et des camions de viande froide. Et d'ailleurs, j'ai rendez-vous chez le boucher demain. Ça, c'est une narration. Et surtout, on a un passé. Petit, je rêvais d'être camionneur. Le présent, j'aimerais reconduire. Et le futur, j'ai rendez-vous chez le boucher demain. Seulement, ça ne marche pas. Parce que les zombies ne nous parlent pas, en tout cas pas de façon élaborée comme ça. Ils ne peuvent pas nous narrer leur histoire. Et donc, il faut trouver d'autres moyens. Et il faut, à mon avis, trouver d'autres moyens parce qu'on ne peut pas se fier à notre seule impression. Notre seule impression, c'est que s'il y a une conscience chez les zombies, ça serait ça. Des steaks dans le passé, dans le présent, dans le futur, mais tellement partout qu'en fait, il n'y a plus ni passé, ni présent, ni futur. Et donc la question, c'est, même si les zombies ne peuvent pas nous en parler, est-ce qu'il y a quand même une conscience minimale chez ces zombies? Donc, conscience minimale, c'est une conscience non verbale, une conscience d'être là. Et avec un sens du passé, du présent et du futur, un peu comme la musique. Dans la musique, on a la note qui vient d'être jouée, la note en train d'être jouée et la note du futur. Et c'est parce qu'on les relie que ça fait une mélodie et c'est une forme de narration aussi. Et surtout, donc, encore une fois, il y a le passé, le présent et le futur. Et donc, la question c'est, est-ce que les zombies ont conscience qu'ils sont là, qu'ils viennent du passé et qu'ils vont vers le futur ? Un peu comme une mélodie, donc pas juste comme une note isolée, ou des notes isolées séparées les unes des autres, où il n'y a plus de mélodie, mais vraiment une mélodie où on relie les notes les unes avec les autres, et dans une continuité dans le temps. Comme nous ne pouvons pas leur poser la question, nous allons chercher d'autres moyens. En l'absence de réponse verbale du zombie, on essaye d'enregistrer l'activité électrique du cerveau avec un électroencéphalographe.
mais ça ne réagit malheureusement que quand le zombie se met à bouger. Notre première tentative, ça a été d'utiliser des films qui sont tournés soit à l'endroit, soit à l'envers, qui vont du passé vers le futur, à l'endroit, ou du futur vers le passé, à l'envers. Et on utilise évidemment des films qui sont susceptibles de les intéresser, donc les steaks en train d'être cuits. Et donc, soit on cuit les steaks à l'endroit, ça va, tout le monde sait comment on fait, d'accord? Voilà, les steaks sont en train d'être cuits. Ou alors, on les fait à l'envers. Hein. Et donc, vous voyez, le steak qui était cuit devient cru. Ces vidéos reposent sur un principe qui est utilisé chez les bébés. Les bébés sont attirés par ce qui est nouveau, ce qui est surprenant, comme un objet qui, au lieu de tomber à cause de la gravité, va remonter. D'accord ? Ça, ils vont regarder plus longtemps que quelque chose qui est habituel. Et donc, c'est exactement le même principe ici. Ce qui est habituel, c'est le steak qui cuit dans le bon sens. Ce qui est inhabituel, c'est le film qu'on tourne à l'envers. Si les zombies ont le sens du temps, ils devraient être attirés par la cuisson à l'envers, puisque c'est celle-là qui est inhabituelle, qui est surprenante. Mais ça ne marche pas parce que les zombies s'énervent trop dans la vidéo qui va dans le bon sens. Parce que dans le bon sens, au moment où on tourne les steaks, alors qu'ils étaient crus, ce qui est très intéressant pour le zombie, ils deviennent cuits. Et ce moment-là est beaucoup trop frustrant pour les zombies. Ils réagissent tellement que ça met du bruit dans les données et qu'on n'arrive plus à comparer les deux conditions. Et donc cette très bonne idée a en fait mené à l'échec. Mais on est des scientifiques, donc on ne se laisse jamais décourager. L'enjeu est trop fort, parce que les zombies ont une conscience. Et donc notre deuxième tentative repose sur la projection vers le futur. J'ai dit la conscience, c'est le passé, le présent, le futur. Donc comment les zombies se projettent vers le futur et comment ils peuvent profiter de cette projection vers le futur pour attendre et pour se préparer. Alors je m'explique, ça repose sur une expérience très connue dans la littérature. Imaginez une course où les coureurs sont dans les starting blocks, prêts à se lancer. Ils attendent en fait le signal pour se lancer. Et ils sont prêts, et plus le temps passe, mieux ils vont se préparer, et plus vite ils vont réagir, à tel point que parfois ils anticipent et ils partent trop tôt. Donc le principe, c'est vraiment ça. C'est plus le temps passe, plus on attend, mieux on est préparé et plus vite on réagit. Donc, je peux le redire de cette façon-là, plus un stimulus tarde à venir, plus le sujet l'attend et mieux il est préparé. Et cette expérience est d'autant plus intéressante qu'on l'a déjà utilisée dans ma vie antérieure. Et nous, on a montré qu'il y a un lien entre cette capacité d'attente et le fait d'être conscient de soi. Les sujets qui ont des troubles de la conscience de soi ont plus de difficultés à attendre et à bénéficier du temps qui passe. Ils ne vont pas être capables de réagir plus vite quand ils attendent. D'accord ? Et ce lien justifie d'autant plus l'utilisation de cette expérience chez le zombie pour répondre à la question de la conscience de soi, qui est la vraie question. Pour les zombies, il faut adapter l'expérience. On ne va pas les faire courir, ils ne courent pas très vite. Répondre sur des boutons réponse, ça ne marche pas non plus. Donc il faut trouver autre chose, quelque chose qu'ils sont capables de faire et on va pouvoir mesurer leur attente. Et donc, de nouveau, on utilise ce qui les motive, c'est-à-dire une pièce de viande froide, qui est derrière un obstacle. Ils vont pouvoir s'apercevoir qu'il y a cette pièce de viande, ils vont la sentir et donc ils vont se diriger vers elle. Ils vont vouloir l'attraper, l'avaler. Mais il y a l'obstacle.
le truc, si on peut dire, de l'expérience, c'est de lever l'obstacle après un délai défini par nous-mêmes, en fait. Et la question, c'est est-ce que les zombies vont apprendre à attendre et savoir, pouvoir se préparer et savoir attendre que l'obstacle se lève. Donc il y avait deux réponses comportementales possibles. Soit les zombies ont compris que de toute façon l'obstacle va se lever, donc ce n'est pas la peine de s'énerver, on attend, on ne frappe pas sur la porte, ce qui est évidemment leur comportement naturel. Naturellement, le zombie, il voit ou il sent un morceau de viande, il tape sur la porte pour essayer de lever l'obstacle lui-même. S'il a compris comment l'expérience marche, il peut attendre, arrêter de taper sur la porte. Ou alors, parce qu'il ne peut pas s'empêcher de taper sur la porte, s'il a compris ou s'il attend, s'il bénéficie du passage du temps, il va frapper plus fort quand le moment de lever de l'obstacle approche. Jusqu'ici, ça ne marche pas. Mais encore une fois, une absence de preuve n'est pas une preuve d'absence. Et donc ce sont peut-être nos conditions d'expérience qui ne permettent pas de mettre en évidence le sens du temps et donc le sens de soi chez les zombies. Donc on ne désespère pas, on a plusieurs perspectives, et l'une des perspectives qui me tient particulièrement à cœur, c'est d'utiliser l'histoire du zombie. Donc, par exemple, le zombie camionneur de tout à l'heure, eh bien, dans sa vie antérieure, il aura établi des routines. L'une de ces routines, c'est d'attendre au feu rouge et d'attendre que le feu rouge passe au vert. Le feu rouge qui passe au vert, il y a toujours un délai. C'est exactement le même principe. On attend et on se prépare, en l'occurrence, à appuyer sur la pédale d'accélérateur. Et là, donc on va adapter de nouveau cette expérience aux zombies en utilisant, aux zombies camionneurs cette fois, en utilisant, au lieu d'un son qui démarre l'expérience, on va utiliser le feu rouge qui passe au vert. Est-ce que parce qu'il a automatisé cette attente, il va être capable d'utiliser ce signal pour montrer que finalement il a quand même un sens du temps, un sens du futur et peut-être un sens de soi. Donc on ne désespère pas de montrer qu'il y a une trace de conscience minimale chez au moins certains zombies. Il arrive qu'on puisse identifier certains zombies, je veux dire qui ils étaient avant de mourir. Mais la plupart du temps, les informations sur leur passé nous échappent, on ne sait pas qui c'est. Par exemple, ici, nous avons un zombie fraîchement arrivé dans la salle de transition et on n'a absolument aucune information dessus. C'est Madame Metzger, je la reconnais. Qui? Madame Metzger, mon ancienne prof d'SVT. Vous me reconnaissez, Madame Metzger? Une prof de SVT, vous dites? Ben oui. Bah ça m'étonne pas, c'est des vraies pourritures celles-là, c'est les pires. De toute façon, elle ne vous reconnaîtra pas, Ils se souviennent de rien. En matière de mémoire, chez le zombie, les choses vont se jouer au niveau de cet organe, le cerveau, qui est constitué d'un certain nombre de lobes, le lobe frontal devant, le lobe occipital derrière, sur le côté, le lobe temporal. Les structures importantes pour la mémoire sont le lobe temporal dans lequel on trouvera une région qu'on appelle l'hippocampe et le lobe frontal. Cette mémoire, il va falloir la distinguer selon que l'on garde l'information pendant une période courte, on parlera alors de mémoire à court terme, ou selon que l'information doit rester longtemps dans cette mémoire, et dans ce cas on parlera de mémoire à long terme. La mémoire à long terme va impliquer une structure du lobe temporal, à savoir l'hippocampe, qui va transformer ce que l'on met en mémoire en une représentation qui pourra être conservée et qui finalement sera transmise à des parties corticales pour perdurer. La mémoire à court terme, elle fera appel plutôt à des circuits qui se trouvent dans le lobe frontal. Cette mémoire se caractérise par le fait que l'information que l'on y stocke, il reste très peu de temps. En particulier, l'une de ces mémoires à court terme est appelée la mémoire de travail. C'est une mémoire dans laquelle vous allez, par exemple, lorsque vous l'avez lu sur une feuille où vous l'avez griffonné, vous allez garder un numéro de téléphone le temps de le composer sur votre téléphone. Une fois que votre numéro aura été composé, cette information quittera cette mémoire. Donc, mémoire à court terme, mémoire à long terme,
Pour revenir aux zombies, c'est très simple. Je vais juste vous montrer la différence entre un cerveau humain normal et un cerveau de zombie. Vous voyez bien que sur le cerveau du zombie, on a perdu à peu près 50% du volume. C'est un peu comme si je prenais ce cerveau humain qui est à peu près à l'échelle et que je lui enlevais la moitié. On conserve évidemment l'intégralité des structures dans le cerveau du zombie, sauf qu'il est devenu beaucoup plus petit. Et en particulier, ce que l'on peut voir, c'est que les espèces de circonvolutions qu'on distingue très bien ici sur le cerveau humain ont quasiment disparu du lobe temporal. Il va y avoir des conséquences. Ces conséquences seront de deux types. D'une part, le zombie n'aura pas de mémoire à court terme. Ça veut dire que lorsqu'il intègre une information, cette information ne pourra pas durer dans ses systèmes consacrés à la mémoire à court terme, plus que quelques fragments de secondes. Et en ce qui concerne la mémoire à long terme, on va assister à deux types de phénomènes. D'une part, le zombie ne se rappellera strictement rien de son passé de vivant, c'est ce qu'on appelle une amnésie rétrograde, et d'autre part, il ne sera pas capable de former un nouveau souvenir qu'il pourra conserver, c'est ce qu'on appelle une amnésie antérograde. Donc effectivement, le zombie a des problèmes de mémoire, de très graves problèmes de mémoire, et je ne pense pas qu'il existe chez l'humain une atteinte cérébrale qui ait pour conséquence des amnésies aussi graves que celles que l'on repère chez des zombies. Il y a peut-être une chose qui mériterait d'être étudiée, c'est ce qu'on appelle la mémoire procédurale. C'est une mémoire dans laquelle nous stockons tous nos automatismes. Par exemple, quand vous êtes en voiture, que vous vous approchez d'un feu rouge, qui pour l'occurrence est vert, qu'il passe à l'orange puis au rouge, vous n'avez pas besoin de vous dire « le feu est orange, je vais relâcher mon accélérateur et je vais appuyer sur la pédale de frein ». Vous faites le geste de manière automatique sans y penser. Alors si Anne tout à l'heure faisait appel à ce type de mémoire, je ne sais pas si elle existe chez le zombie, mais en tout cas ça vaut vraiment le coup d'essayer d'explorer cette piste-là. En ce qui concerne les performances cognitives, il existe toute une batterie d'évaluation des différents compartiments de la mémoire, de l'attention, des fonctions exécutives, etc. chez l'humain. Ces tests vont être sensibles à une fonction particulière. Alors on pourrait imaginer prendre un zombie et lui faire passer toute la batterie de tests pour voir comment il se débrouille du côté de l'attention, comment il se débrouille du côté de la mémoire à court terme, comment il le fait du côté de la mémoire à long terme, qu'est-ce qu'il en est de sa mémoire épisodique. Il se trouve que ces tests sont tous beaucoup trop compliqués pour qu'ils puissent être proposés à des zombies. Donc on a là un test qui est très utilisé chez l'humain parce qu'il est rapide et parce qu'il couvre les différentes facettes, de manière assez élémentaire certes, mais des fonctions cognitives. On l'appelle le MMSE pour Mini Mental State Evaluation. Et ce test comporte une trentaine de questions ou d'épreuves qui chacune rapporte un point. En gros, lorsque votre cognition fonctionne correctement, vous obtenez un score de 27 à 30, ce qui est bien, vous n'avez pas à vous inquiéter. Lorsque vous obtenez un score inférieur à 27 mais supérieur à 24, c'est un signe que certains dysfonctionnements pourraient avoir lieu. Si le score est inférieur à 24, il y a un problème cognitif, et lorsque c'est inférieur à 12, on a affaire à une démence, et une démence sévère. Les zombies que nous avons testés ont quasiment tous échoué, au sens où ils ont obtenu la note de 0 sur 30. Nous en avons eu 2 ou 3, je ne sais plus très bien, qui ont quand même réussi à obtenir la note de 6 sur 30. On est largement en dessous de 12, donc on est dans le cas d'une démence sévère. Donc c'est extrêmement difficile d'évaluer la cognition chez ces zombies. On a imaginé un test qui lui est relativement simple puisqu'il fait appel à une mémoire à très court terme, où vous lui montrez, par exemple sur un bureau comme celui-là, on va l'enchaîner en face du bureau et on va lui cacher, on mettra 2 gobelets sur la table, on va lui cacher un bout de viande sous un gobelet et très lentement on va déplacer les gobelets 2 fois comme ça. Donc en principe, cette tâche, si je la fais passer à n'importe quel être humain,
il réussit à tous les coups à identifier le gobelet sous lequel se trouve le bout de viande crue. J'insiste parce que pour la viande cuite, ils ont une motivation considérablement diminuée et du coup, ils ne s'intéressent absolument pas au test. Et ce qu'on constate dans ce test-là, c'est que, en réalité, ils répondent au hasard. Ils choisissent au hasard, ce qui fait qu'ils n'obtiennent le bout de viande que dans 50% des cas. Alors que si vous faites faire ce test à un être humain, il obtiendra, non pas forcément le bout de viande parce que ça ne le motivera pas énormément, mais il obtiendra une récompense dans 100% des cas. Voilà. Alors Anne-Gaëlle, est-ce que cette petite visite vous a plu? Mais oui, c'était très instructif. Mais au final, ça vous sert à quoi d'étudier le zombie? Alors là, je sais pas, moi je suis qu'un simple technicien. Bon, bah merci en tout cas pour ton Merci beaucoup accueil. d'être venu et d'avoir présenté notre institut, c'était très agréable. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Bonne route. Merci. Notre conclusion pour cette première étude, on a vu que les zombies, ça reste quand même un super modèle, un modèle très intéressant pour étudier des fonctions fondamentales comme le cycle vie-sommeil, la prise alimentaire et surtout toutes les pathologies associées à ce type de fonctions, comme dans les cycles vie-sommeil, toutes les perturbations du sommeil, l'insomnie, la parasomnie, la narcolepsie, etc. Mais aussi pour l'aspect de la prise alimentaire, pour étudier des problèmes de compulsivité justement, une prise compulsive de nourriture, des problèmes qui peuvent amener à des autres types de pathologies, telles que l'obésité, ou alors à une anorexie par exemple. Donc les zombies, ça reste quand même un modèle super intéressant pour nous, pour déterminer les rôles du cerveau dans différentes fonctions fondamentales pour l'homme. Vous pouvez étudier à peu près tout ce qui est possible en neurosciences, tous les modèles, Alzheimer, Parkinson, les ataxies, la douleur chronique, c'est fantastique. En fait, le zombie, c'est un véritable polymodèle singulier. C'est un gain d'argent et de temps fantastique pour la recherche en neurosciences. Le fait que les zombies soient proches de l'humain, fonctionnellement, qu'ils aient toujours un cerveau qui marche un petit peu, rend ce modèle éminemment intéressant. Par exemple, pour la question de la conscience, c'est évident. Et moi, je ne désespère pas de trouver des traces de conscience de soi chez eux. Et dans ce cas-là, ça aura des implications aussi sur la façon dont on peut s'occuper de nos zombies. Mais en attendant, on n'a aucune trace de conscience, et notamment de conscience de soi. Et pour le moment, il faut avouer que ça facilite nos recherches, parce qu'on s'adresse à des sujets qui sont morts. On n'a pas besoin de prendre en considération des questions éthiques comme chez les êtres vivants. Ce modèle de zombie nous a permis de faire énormément de progrès sur des aspects neuropathologiques, histopathologiques liés à ces maladies neurodégénératives. Le modèle n'est pas cher. Les zombies, nous n'avons pas la contrainte de devoir les acheter. Nous devons les capturer par contre, ce qui n'est plus un problème aujourd'hui. Et de surcroît, j'ajouterais que nous avons une attitude fondamentalement éco-responsable, puisque ce zombie ne dégage pas de CO2, que de surcroît, lorsqu'une expérience est finie sur l'un des individus, nous le découpons en morceaux et nous le donnons à manger aux autres, ce qui fait qu'il n'y a quasiment aucun reste.